Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Oui, à la forme? Oui, ça va. Et le week-end? Le week-end, on était à la clôture de la première édition des Journées de l'industriel. Ouais, tout à fait. Qui se sont achevées samedi. Dans l'ensemble? Dans l'ensemble, ça a été très poser positif. une question à Gabon Télévision. Dans l'ensemble, sentiment? Quel est votre sentiment? Bon, au sortir de cette... Au niveau de l'entreprise et, si tu veux, du magazine que l'on représentait, c'est totalement positif puisque ça nous a permis d'être au contact de ces industriels-là qui sont des partenaires potentiels avec lesquels nous avons pu échanger énormément en 3 jours et avec lesquels nous avons commencé véritablement à nouer des contacts qui, on l'espère, vont aboutir à de vrais partenariats sur le moyen et long terme. Et donc, et aussi pour le grand public, ça nous a aussi permis encore de renforcer notre image, notamment des gens qui, parfois, au détour d'une administration, d'une entreprise, voyaient le magazine, mais ne savaient pas trop de quoi il s'agissait. Donc, on leur a réexpliqué, on a fait la promotion de ce magazine qui est unique en son genre, dans tout l'espace médiatique gabonais. Il faut bien que les gens comprennent. Neuromis, c'est vraiment un magazine unique qui est dédié à la promotion de l'entrepreneuriat, à la promotion de ces acteurs de l'industrie, des startups et autres qui œuvrent chacun dans leur domaine d'activité au rayonnement économique du Gabon. Voilà. Et beaucoup de Gabonais qui ont pu faire le tour des stands étaient surpris, par la diversité des industriels qu'il y avait sur le sol gabonais. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y en avait autant. Et aussi par la qualité des produits et des services qu'ils mettaient à leur disposition. Donc ça, et ça, ce n'est qu'une partie, parce qu'il y a beaucoup d'industriels, pour des raisons que j'ignore, n'ont pas pu y assister. Puis à côté de ça, il y a eu des échanges à travers un certain nombre de panels qui développaient un certain nombre de thématiques qui toutes tournaient autour de la question de l'industrialisation. Et là, ça nous a aussi permis de comprendre un peu plus comment est-ce que fonctionnait le paysage industriel du Gabon en termes de financement d'investissement, en termes de mise en place sur le plan administratif, sur le plan technique de ces différentes entreprises-là, d'en savoir un peu plus sur les difficultés qu'elles rencontraient, tant au niveau des fournisseurs, tant au niveau de tout ce qui concerne la chaîne de valeur de l'entreprise. Et donc ça, vraiment aussi, ça a été un plus. Et tous ont été unanimes, c'est espérer que l'année prochaine, il y ait encore une deuxième édition et que ce genre de salon-là, en fait, se pérennise. Merci Jean-Paul. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va en Asie du Sud-Est. On va parler de l'ASEAN, qui est l'association des États d'Asie du Sud-Est. Alors, c'est une association qui existe depuis pas mal d'années. Ça regroupe une douzaine de pays. Alors, les pays d'Asie du Sud-Est, ce sont ceux qui sont dans la partie qu'on appelle l'extrême-orient. Donc, avec le Cambodge, le Laos, l'Indonésie. Donc, tous ces pays-là, dans ce qu'on appelle aussi, c'est une partie de l'Indo-Pacifique. L'Indo pour l'Indonésie et Pacifique avec tous les États insulaires que l'on connaît, l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et puis on descend un peu plus vers le sud. On remonte un peu plus vers le nord, vers la Chine. Bon, mais la Chine ne fait pas partie de l'ASEAN, mais la Chine est un acteur incontournable de l'ASEAN puisque c'est le premier partenaire économique des pays membres de l'ASEAN. Donc, il y a une douzaine de pays. Et donc, cette année était assez intéressante. Chaque année, les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN se retrouvent dans le cadre d'un sommet annuel pour échanger sur un certain nombre de problématiques qui concernent cette partie du monde-là. Et cette année était particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était la première rencontre en présentiel des chefs d'État et de gouvernement. Les 2 dernières années, ces rencontres s'étaient faites de manière virtuelle à cause de la pandémie de la Covid-19. La deuxième, c'est le fait de la situation géopolitique mondiale, notamment avec la crise en Ukraine, et évidemment qui entraîne, si tu veux, une reconfiguration géopolitique à l'échelle internationale, dans la mesure où il y a des nouvelles puissances qui veulent s'affirmer,
Et donc, il y a d'autres puissances qui veulent conserver leur position privilégiée. Alors, des nouvelles puissances qui veulent s'affirmer, on le voit tous les jours, c'est la Russie, par exemple, à cause de son conflit en Ukraine. Et donc, la Russie se bat pour ne pas être, si tu veux, isolée sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Et donc, l'ASEAN, c'est une partie du monde qui est quand même assez dynamique sur le plan économique. Et les pays de l'ASEAN, donc, échangent commercialement avec la Russie. Et donc, aucun de ces pays-là n'applique les sanctions occidentales. Et donc, ça, c'est quelque chose à laquelle la Russie tient. Et c'est la raison pour laquelle Sergei Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères, était présent à ce sommet de l'ASEAN en qualité d'invité. Alors, il y a d'autres puissances qui, elles, ne veulent pas perdre leur position. Il y a les États-Unis d'abord, qui constituent un acteur important de la région, parce qu'il faut savoir que sur le plan militaire, il y a toute une pléiade de bases militaires américaines dans cette région du monde et qui sont là pour garantir, si tu veux, la sécurité des différents navires qui participent au commerce international. Et à côté, dans ces pays aussi indo-pacifiques, il y a des partenaires américains, des partenaires des États-Unis qui ont besoin de la présence américaine pour un véritable gage de sécurité. On pense au Japon, on pense à la Corée du Sud, qui a fait face à une série de tirs de missiles de la Corée du Nord il y a quelques semaines. On pense à l'Australie, un peu en arrière. Il ne faut pas oublier que l'Australie et l'Angleterre... Attends, je ne comprends pas. L'ASEAN s'est réuni en marge du sommet des G20, parce que le G20... Le G20 commence aujourd'hui. L'ASEAN, c'est toujours dans un pays membre de l'ASEAN. Mais le sommet de l'ASEAN s'est achevé hier. Celui du G20 commence aujourd'hui et c'est là le troisième point intéressant, puisque plusieurs pays de l'ASEAN sont membres du G20. Alors le G20, c'est une organisation informelle qui a été créée après la crise économique de 1999 pour évidemment amener, ne plus laisser la parole uniquement aux pays du G7 en ce qui concerne, si tu veux, l'avenir économique du monde, mais d'essayer d'intégrer non plus seulement les pays riches et industrialisés, mais intégrer également les pays émergents. Et donc dans le G20, il y a l'Union européenne plus 19 autres pays. Alors, on espérait la présence de Vladimir Poutine, mais bon, il n'est pas venu. Mais les Russes seront présents à ce G20-là. J'y reviendrai un peu plus amplement dans les jours qui viennent. Et donc, au niveau de l'ASEAN, donc, les Américains étaient là pour réaffirmer leur engagement en matière de, si tu veux, de présence militaire, en matière de sécurité. Ils viennent se présenter comme étant les garants, si tu veux, d'un certain ordre qui a permis, selon eux, d'apporter de la croissance et du développement aux pays d'Asie du Sud-Est. Et puis en face, vous avez la Chine. Mais il faut savoir que les deux dirigeants chinois et américains qui vont se rencontrer lors du sommet du G20, on l'a déjà annoncé, ils auront un tête-à-tête, étaient aussi présents lors du sommet de l'ASEAN. Ils ne se sont pas rencontrés, mais il y a eu en marge du sommet proprement dit de l'ASEAN, il y a eu encore d'autres mini-sommets, notamment le sommet entre l'ASEAN et la Chine, l'ASEAN et les États-Unis, et aussi des premiers ministres et chefs de gouvernement comme Justin Trudeau du Canada qui étaient également venus et qui ont également échangé avec les représentants de l'ASEAN comme la Russie. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a les États-Unis et la Chine, comme je le dis, qui défendent leur position. La Chine, c'est le premier partenaire économique des pays de l'ASEAN. C'est la deuxième puissance économique mondiale. Mais si tu veux, Joe Biden et Xi Jinping arrivent en position de force dans leurs pays respectifs. Joe Biden, il a évité la débâcle lors des dernières élections de midterm, même s'il a perdu, le Parti démocrate a perdu la majorité à la Chambre des représentants, mais il a pu maintenir cette majorité-là au Sénat. D'un poste, mais aux États-Unis, c'est déjà une majorité et ça permet sérieusement de limiter la casse parce que sinon, ça aurait rendu ces 2 prochaines années à la tête des États-Unis particulièrement compliquées. Et puis, Xi Jinping, lui, vient auréolé d'un 3e mandat à l'issue du 20e congrès du Parti communiste chinois, donc qui fait que véritablement, son emprise sur l'appareil politique, sur le Parti communiste chinois est totale. Et c'est la raison pour laquelle il a
également envoyé Li Qiang, qui est son premier ministre, représenter la Chine lors de ce sommet de l'ASEAN. Et donc derrière, si tu veux, en contrepartie, il y a eu un certain nombre de tractations, parce que par exemple, la Chine voudrait entrer dans l'accord commercial transpacifique, c'est-à-dire qui réunit aussi bien les pays de l'ASEAN, mais d'autres pays de l'Indo-Pacifique, comme je l'ai dit, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Malheureusement, l'Australie s'oppose à l'entrée de la Chine dans cet accord transpacifique. Et puis aussi, il y a le fait que, pour la première fois, d'un point de vue économique, la Chine se présente dans une situation un peu moins confortable. Il faut savoir que, selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance en Chine ne sera que de 3%, alors que lorsqu'on regarde la croissance moyenne des pays de l'ASEAN, donc des pays qui échangent principalement avec la Chine, la croissance va tourner aux alentours de 5-6%. Mais ça peut s'expliquer du fait que la Chine, il y a la pandémie qui continue, qui persiste en Chine, et malheureusement, le principe auquel Xi Jinping a décidé de ne pas déroger, c'est-à-dire le zéro Covid, fait qu'on a encore des zones industrielles entières qui sont parfois fermées dès lors que l'on détecte la présence de cas suspects de Covid-19. Et ça a un impact sur la productivité, et ça a un impact sur les échanges de la Chine avec l'extérieur, et donc ça impacte aussi sur l'économie globale de la Chine. Et donc ça fait que cette persistance-là de Covid-19 et cette volonté renouvelée, affichée des autorités chinoises de ne pas laisser passer le moindre cas de Covid, alors que d'autres pays, dans la plupart des pays, on essaie de vivre avec le Covid, de s'organiser avec le Covid. La Chine, elle persiste dans cette stratégie-là. Et donc ça a un impact sur le plan économique. Et donc, ça fait que, je ne dirais pas que les pays sont en position de faiblesse, mais si tu veux que ça a donné la capacité aux pays aujourd'hui de poser un certain nombre de préoccupations, de revendications, notamment en ce qui concerne le projet d'une ceinture, une route, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie qui ont été lancées par la Chine, dont les pays de l'ASEAN sont énormément impliqués. Pour certains d'entre eux, comme le Laos ou le Cambodge, la Chine a investi massivement des milliards de dollars d'investissement sous forme de prêts. Or, pour certains de ces pays-là, on a même vu, par exemple, plus loin, comme le Sri Lanka, le pays comme le Sri Lanka qui a énormément bénéficié des prêts à des taux extrêmement faibles de la part de la Chine. Et vu le contexte de la crise alimentaire, de crise économique, énergétique et de crise politique qu'a connu le Sri Lanka, ce pays a été dans l'incapacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de la Chine. Et donc, ça a entraîné que la Chine a dû, si tu veux, récupérer sous forme de remboursement un certain nombre d'infrastructures stratégiques au Sri Lanka, comme par exemple le port principal de la ville de Colombo, qui est la capitale. Donc, tout ça fait que les autres pays de l'Asie du Sud-Est regardent un peu, ils sentent que s'ils tombent dans les mêmes difficultés que le Sri Lanka, il se pourrait qu'eux aussi, ils fassent les frais de ce genre d'action de la part de la Chine. Et puis la deuxième chose, c'est aussi une montée d'inquiétude qui est aussi amplifiée derrière en coulisses par les Américains. C'est-à-dire que la Chine a donc décidé un peu de se positionner comme les Américains. C'est-à-dire qu'elle considère que puisqu'elle monte en gamme, en puissance sur le plan économique, cette puissance économique-là doit être, si tu veux, garantie, protégée par une puissance militaire. Et donc, lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping a bien annoncé que, si tu veux, la volonté de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée populaire chinoise vont être renforcées, et un certain nombre d'autres domaines militaires vont être également faire l'objet d'un soutien massif sur le plan financier de la part du gouvernement chinois, pour permettre justement à cette armée-là d'être opérationnelle, d'avoir certes une capacité de déploiement dans toutes les zones où les intérêts chinois seraient menacés. Donc ce retournement, si tu veux, ce tournant militaire du régime chinois, et avec ce qui se passe à Taïwan, fait craindre dans certains pays de l'ASEAN une probable ou une possible velléité impérialiste, et tout ça évidemment animé en arrière-plan par les États-Unis, qui viennent donc se positionner dans la région en disant: écoutez, nous sommes un rempart en cas de, si tu veux, d'arrivée ou de volonté de dictature. Donc on voit bien qu'ils parlent de la Chine, de vouloir imposer leur vision dans la région. Et donc
il y a eu là donc, il y a eu ces échanges-là, donc il y a ces situations-là entre la Chine et les États-Unis, en fait, en gros, qui sont venus pour affirmer leur position et d'autres partenaires pour essayer de tirer aussi profit de cette zone du monde-là qui est extrêmement dynamique. Et puis maintenant, il y a aussi un pays, et là je vais terminer avec, qui a malheureusement été de plus en plus isolé dans la région, c'est la Birmanie. Il ne faut pas oublier, ça fait 2 ans que le pays a basculé, la junte militaire occupe le pouvoir après avoir balayé, si tu veux, le premier régime civil qui avait été démocratiquement élu et dont Aung San Suu Kyi était l'une des figures emblématiques. Et donc depuis, les pays de l'ASEAN se sont penchés sur la Birmanie et ils avaient négocié un accord entre la junte militaire et l'opposition pour un retour, si tu veux, aussi bien à un ordre constitutionnel normal qu'à un retour de la paix civile en Birmanie. Alors ils ont constaté malheureusement que depuis la signature de cet accord-là, il n'y a pas eu d'avancée significative de la part de la junte militaire et donc ils ont décidé de suspendre, de prolonger la suspension de la Birmanie de toutes les instances de l'ASEAN. Et donc même si la junte militaire birmane a fait savoir que qu'elle regrettait la décision de l'ASEAN, mais évidemment, il faut savoir que pour les présidents et les chefs de gouvernement de l'ASEAN, qui pour certains d'entre eux sont certes des régimes assez durs, mais ont quand même un espèce de visage de démocratie, puisque régulièrement des élections y sont tenues. Pour ces pays-là, il était important de montrer ce signe de fermeté-là vis-à-vis de la Birmanie. Voilà ce qu'on peut dire de ce sommet-là de l'ASEAN qui s'est tenu la semaine dernière. Merci Jean-Paul qui revenait pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.